Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h bénin. Voici pour vous le sommaire. L'examen du baccalauréat session de juin 2023 est dans sa troisième journée. Cet examen qui se déroule du 19 au 22 juin se déroule sereinement sur l'ensemble du territoire national dans les centres de composition comme celui du CEG Les Pylônes à Cotonou. Nous faisons pour vous et avec les candidats le constat du bon déroulement du baccalauréat. Ensuite, avec plus de 66% des 120 millions de personnes atteintes de la drépanocytose dans le monde, l'Afrique est le continent le plus touché aujourd'hui. Cette maladie continue de se répandre et fait des victimes, surtout au sein des couches vulnérables qui l'attribuent inconsciemment à une punition divine. Quelles sont les réelles causes de cette maladie mortelle et longtemps mystifiée et comment l'identifier efficacement pour un meilleur traitement? Les réponses de Dr Romuald Assoclé, médecin épidémiologiste, sont à suivre dans un instant. Et puis enfin, estimé à partir de la soixantaine, le troisième âge est considéré comme l'âge de la sagesse. Mais ces personnes âgées sont souvent malmenées et abandonnées par la société. Qu'en est-il de la situation de nos seniors au Bénin? Reportage à suivre dans un instant. Et voilà pour vous le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez démarrer. Depuis le lundi 19 juin 2023, les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat se poursuivent. L'examen du baccalauréat session de juin 2023 est dans sa troisième journée. Cet examen qui se déroule du 19 au 22 juin se déroule sereinement sur l'ensemble du territoire national dans les centres de composition comme celui du CEG Les Pylônes à Cotonou. Nous faisons pour vous et avec les candidats le constat du bon déroulement du baccalauréat. Reportage. Ces longues files d'attente devant divers centres d'examen depuis quelques jours témoignent de l'accompagnement porté aux candidats au baccalauréat 2023 par parents, proches ou amis. Nous sommes ici à Agla, au CEG Les Pylônes, centre où abritent depuis lundi de nombreux candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire. Il est 18h et c'est la fin des épreuves de ce jour. Alors que tous se précipitent à rentrer à la maison, certains candidats ont accepté de donner leur avis des épreuves composées en ce deuxième jour des examens. Ça s'est bien passé, les épreuves étaient bien, c'était abordable. Hier on a fait français et SVT. Aujourd'hui on a fait maths et PCT et maths et on vient de faire anglais. On a composé en maths et en anglais. Non, les épreuves étaient abordables selon moi. On a commencé les examens hier, puis ça s'est bien passé. Aujourd'hui aussi, ça s'est bien passé. Quelques heures encore, et ce sera le tour des dernières matières à composer pour le compte du dernier jour des examens. Les candidats s'y préparent. Je suis déjà relativement prêt et donc ce soir, je vais essayer de relire. Là où j'ai quelques points d'ombre pour me rafraîchir la mémoire et plaise à Dieu pour demain. La journée de demain aussi sera agréable. Ça veut vite rentrer maintenant pour réviser encore les matières de demain. 77 563 candidats. C'est le nombre de participants aux examens du baccalauréat au Bénin cette année 2023. Pendant qu'ils s'achèvent et que les pensées convergent déjà vers les résultats, la bonne chance reste pour l'instant la chose la mieux à souhaiter à tout candidat. Estimé à partir de la soixantaine, le troisième âge est considéré comme l'âge de la sagesse, mais ces personnes âgées sont souvent malmenées, maltraitées et puis abandonnées par la société. Qu'en est-il de la situation de nos seniors ici au Bénin? La question a intéressé la rédaction de Canal 3 et qui vous propose ce reportage, bien entendu, signé de Estelle Tofa et d'Erompévi. Négligence, défaut de soins médicaux et abandon. Autant de maltraitances auxquelles sont exposées les personnes du troisième âge dans le monde et particulièrement au Bénin. Une situation préoccupante que dénoncent souvent ces derniers. Nous voyons des personnes âgées qui sont abandonnées dans leur maison. Des personnes âgées auxquelles leurs propres enfants arrivaient à un certain niveau de vie parce qu'ils n'ont plus besoin de leurs parents. Et nous disons ceci, personnes âgées d'aujourd'hui, jeunes d'hier, et vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous serez les personnes âgées de demain.
Pour trouver une solution adéquate à la situation, une démarche a été menée par les associations qui réunissent les personnes âgées. Nous voulons que les autorités nous aident, viennent à notre secours pour que les personnes qui sont maltraitées puissent être protégées par une loi. Nous avons déjà rédigé un avant-projet de loi. Cet avant-projet de loi est encore sur la table du ministre de la Justice. Nous voulons le pousser pour qu'il puisse tomber sur la table de nos honorables députés, afin que eux, en dernier ressort, ils puissent vraiment nous produire une bonne loi qui protège les personnes âgées. À propos de cet avant-projet de loi, le gouvernement a pris des dispositions afin que cela arrive dans les tout prochains jours sur la table des élus de la nation. Plusieurs autres mécanismes sont mis en œuvre pour améliorer la situation des personnes du troisième âge au Bénin. Cet avant-projet a été soumis à l'appréciation des acteurs clés, notamment la commission en charge de la codification. Je pense que très bientôt, la commission va siéger. Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance a conduit personnellement un plaidoyer d'ailleurs à l'endroit de son collègue en charge de la justice. Et donc très bientôt, cette commission va siéger. Et dans le processus normal, c'est après justement les travaux de cette commission que le document sera transmis a priori à l'Assemblée nationale. Il y a tout ce qu'il y a comme appui aux personnes vulnérables, tout ce qu'il y a comme filets sociaux qui sont développés. Bientôt, il y a le Wesoke, qui est un mécanisme de filets sociaux qui va être développé, permettra quand même de prendre en charge les plus vulnérables, dont les personnes âgées, si entre-temps, les critères qui ont été quand même identifiés, il les remplit. Vieillir est considéré comme une grâce. Alors gardez à l'esprit ce message du philosophe et libre penseur algérien Taha Hassin Ferhat. Je cite, « Mon enfant, la vieillesse me rattrape, mais si tu dois m'aimer, sache que mon amour pour toi n'avait et n'a d'égal que celui que tu as pour ton propre enfant. » Fin de citation. Eh bien, parlons santé à présent, avec plus de 66% des 120 millions de personnes atteintes de la drépanocytose dans le monde. L'Afrique est le continent le plus touché aujourd'hui. Cette maladie continue de se répandre et fait des victimes, surtout au sein des couches vulnérables qu'il attribue inconsciemment à une punition divine. Quelles sont les réelles causes de cette maladie mortelle et longtemps mystifiée et comment l'identifier efficacement pour un meilleur traitement? Les réponses avec le docteur Romuald Soclé, médecin épidémiologiste. La drépanocytose, c'est une maladie du sang due à une anomalie au niveau des globules rouges, les cellules sanguines qu'on appelle globules rouges. Et plus précisément, au niveau de ces cellules sanguines-là, il y a une protéine qu'on appelle l'hémoglobine. L'anomalie porte sur l'hémoglobine. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle également hémoglobinopathie. C'est pour dire une maladie de l'hémoglobine. Lorsqu'on pousse un peu plus loin, cette anomalie de l'hémoglobine elle-même, elle est due à une délétion, à une altération au niveau du chromosome 11. C'est pour ça qu'on dit que la drépanocytose est une maladie génétique. Maladie génétique parce qu'elle sera transmise par les parents, par le patrimoine légué par chacun des deux parents lors de la conception. La drépanocytose, la symptomatologie, les signes, c'est généralement une triade. On parle d'anémie. On parle également de crise vaso-occlusive et des infections. À ça, il peut s'ajouter certaines complications qui peuvent être révélatrices de la maladie. Alors, toute cette triade dont je parle là a une origine. Ça s'explique par la malformation, la déformation de l'hémoglobine. D'abord, l'anémie. L'anémie, c'est, quand on la définit de façon vulgaire, c'est une diminution du sang. Mais normalement, c'est la diminution de l'hémoglobine, de la quantité d'hémoglobine. Donc, cette anomalie portant sur l'hémoglobine, les globules rouges seront reconnus comme des non-soins, comme des corps étrangers, et donc seront détruits massivement. Quand les globules rouges sont détruits massivement, ça va s'expliquer par l'anémie. Donc ce seront des malades qui sont tout le temps fatigués, qui sont pâles, ils n'ont pas une coloration normale. Ça peut se compliquer, des gens qui auront des problèmes de difficulté à respirer. Et on peut avoir des difficultés également, des palpitations. Donc sur le plan, c'est le premier élément en ce qui concerne les drépanocytoses. Mais ce qui révèle la pathologie
vraiment, ce sont les crises vaso-occlusives. Donc, ce sera pour les os, par exemple, des douleurs atroces, lancinances intenses. C'est généralement pas cette douleur-là qu'on reconnaît les malades drépanocytaires. Ça peut se retrouver à n'importe où, hein, sur le corps, sur les segments du corps, au niveau de la poitrine, au niveau du ventre, un peu partout, au niveau des articulations périphériques. C'est une douleur vraiment, insupportable. Il faut être vraiment drépanocytaire pour la décrire. La troisième chose, ce sont les infections. Ce sont des gens qui font des infections à répétition. C'est généralement ce qu'on a comme pathologie qui oriente vers la drépanocytose. Déjà très tôt, hein, dans les premiers mois, les tout premiers mois, on peut le constater. Mais avec le temps, il va s'installer, des complications vont s'installer, notamment des complications cardiaques. Il peut y avoir des complications rénales qui vont finir par insuffisance rénale. Chez les adultes, on peut avoir ce qu'on appelle le priapisme. C'est une érection douloureuse, involontaire. Et également, il y a quelque chose qui est très très fréquent chez les drépanocytaires, c'est ce qu'on appelle ostéonécrose de la tête fémorale. Toujours parce que le sang ne circule pas vers la hanche, les os, l'articulation, il y aura une nécrose, une destruction de l'articulation de la hanche. Ce sont des gens qui boitent généralement. Entendu, à part ces complications physiques, il y a un impact économique, un impact social très important également quand il s'agit de la drépanocytose, parce que ça coûte cher la prise en charge de la drépanocytose, et pour les parents et également pour l'enfant. C'est également des difficultés scolaires, parce que ce sont des enfants qui vont tomber tout le temps malades. Parfois c'est comme ça se révèle. Ce sont des enfants qui tombent beaucoup malades et qui ont de mauvais résultats scolaires, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, pas parce qu'ils n'ont pas les prédispositions pour bien faire la chose, mais parce qu'ils sont obligés de chaque fois rentrer à la maison alors que les autres sont au cours. Ça va se répercuter également sur le plan professionnel, les choses des gens qui ne sont pas à l'aise sur le plan professionnel, les gens qui ne sont pas compris forcément par l'entourage. Et malgré justement ces symptômes douloureux, la drépanocytose peut être traitée si elle est très tôt diagnostiquée, nous rassure le docteur Romeda Soclé qui nous donne ici des traitements possibles et quelques recommandations. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font. Déjà, quand c'est connu très tôt, on peut réduire les crises considérablement avec une arsenal thérapeutique bien connue, les supplémentations en acide folique, le fer également, on peut prévenir les infections, la répétition des infections. Ça se fait pour des drépanocytaires connus et qui sont bien suivis, ça se fait très bien. Maintenant, il y a des recherches, il y a notamment l'hôpital Henri Mondor en France qui fait beaucoup de recherches pour trouver des solutions pour guérir, mais nous n'y sommes pas encore. Il y a un médicament, par exemple, qui est en train d'être élaboré, qui permettrait de modifier la forme des globules rouges qui sont déjà mal formés quand ils sont produits. Il y a également des perspectives, on parle de thérapie génique. Il s'agit d'aller modifier, parce qu'on l'a dit, c'est génétique, d'aller corriger l'anomalie au niveau du gène. Donc on a l'espoir que les études vont donner de très bons résultats pour le bonheur de ces malades drépanocytaires. Également, il y a la greffe de moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est l'usine de production des cellules sanguines. Donc, si on arrive à débarrasser ce qui est les mauvaises cellules souches, et qu'on fait l'allogreffe, on fait la greffe, on ne remplace pas des cellules d'une personne normale, on a espoir que ça pourrait changer. Mais c'est des choses qui ne sont pas encore de mise, ce n'est pas encore expérimenté réellement chez nous. Réduire l'expansion de la drépanocytose, la première des choses, c'est le dépistage. Le dépistage, c'est la principale chose à faire. Parce qu'il y a d'un côté les AA qui sont les normaux, et il y a trois phénotypes, enfin trois catégories de personnes qui peuvent être appelées drépanocytaires. Ce sont ceux qui ont reçu S des deux parents, ou S de l'un, C de l'autre, ça fait SC, et une troisième forme beaucoup plus rare, S de l'un, et une anomalie qu'on appelle la bêta-thalassémie de l'autre. Mais entre les deux, il y a un gros lot. Ce sont ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre, ils ne sont ni normaux ni malades. Ce sont les AS et les AC. Et ce sont en réalité ce sont les porteurs asymptomatiques, ils ne sont pas malades, donc ils se croient en réalité normaux, mais en réalité, dans la procréation, dans des incompatibilités, ils peuvent transmettre, on peut retrouver deux AS, et donc ils vont donner des SS, un AS, un AC qui peuvent donner des SC, et donc la sensibilisation doit être beaucoup plus focalisée sur ces personnes-là, qui sont des personnes, des pourvoyeuses, de potentiels pourvoyeurs de drépanocytaires, mais qui elles-mêmes ne sont pas malades. Donc la sensibilisation, c'est la première des choses. Également, quand on sensibilise, il faut pouvoir permettre aux gens de faire le test
Donc il faudra revoir certainement le coût qui n'est forcément pas abordable. Pour faire des tests de bonne qualité, il faudra dépenser des dizaines de mille. Il faudra revoir le coût pour permettre à tout le monde de faire également le test d'électrophorèse de l'hémoglobine, qui est celui qui permet de connaître son statut et de prendre les bonnes décisions. Alors le conseil d'abord aux malades drépanocytaires, ce sont des gens qui doivent bien faire l'effort de se suivre. La drépanocytose n'est pas carrément incompatible avec la vie. C'est vrai, les chiffres ne sont pas bons, mais il y a des efforts qui se font. S'ils sont très bien suivis, quand ils suivent les conseils, ils évitent le froid, les activités physiques intenses, ils se portent très bien et ils peuvent durer bien longtemps comme toute autre personne. Et on va réduire énormément ces chiffres astronomiques de drépanocytaires qui naissent chaque année, 1 millier chaque année, avec la grande majorité qui se retrouve en Afrique, de 66%, et la moitié des enfants drépanocytaires qui naissent meurent avant l'âge de 5 ans. On peut réduire considérablement tout ceci si on arrive vraiment à faire un traitement thérapeutique, à faire un traitement précoce, les gens sont bien suivis. Pour les personnes lambda et surtout les jeunes, le conseil, ce sera le dépistage. C'est le principal conseil. Le dépistage précoce, on ne perd rien vraiment à y aller. C'est vrai, ça peut parfois paraître cher, mais la vie, derrière ça, il y a la vie. Et si vous vous retrouvez dans les centres de prise en charge de drépanocytose, quand vous passez une demi-journée, vous voyez vraiment que ça ne vaut pas la peine d'être vécu comme expérience. L'amour est peut-être, on pense peut-être que l'amour est aveugle ou que la prière peut guérir des problèmes génétiques, mais quand on fait un tour dans ces centres de prise en charge-là, tout de suite l'amour retrouve ses yeux et on se rend compte qu'on se trompait. Voilà, à l'instant donc le docteur Romiada Soclé, médecin épidémiologiste, qui nous donnait donc quelques traitements possibles et quelques recommandations sur le traitement de la drépanocytose. Avant de poursuivre dans ce 13h Bénin, je reçois pour vous Franck Aounou, rédacteur en chef Canal 3 Bénin. Franck, bonjour et merci d'être avec nous. Et avec vous, les grandes décisions du Conseil des ministres. Oui, le Conseil des ministres s'est réuni autour du chef de l'État, le président Patrice Talon, ce mercredi 21 juin de l'an 2023. Plusieurs grandes décisions ont été prises au titre des mesures normatives. Nous sommes allés dans les secteurs des affaires sociales, la santé, le développement, la sécurité publique. Et puis on parle au niveau des affaires sociales de l'adoption des décrets d'application de la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Au titre de la santé, modalité de mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire. Et puis dans le domaine du développement, la nomination des membres de la cellule technique et du comité d'agrément des zones économiques spéciales. Au titre donc de la sécurité publique, des mesures et procédures de réduction des risques de catastrophes d'urgence sanitaire et de protection civile ont été prises par les membres du gouvernement. Au titre des mesures individuelles, des nominations ont été prononcées au niveau du ministère du numérique et de la digitalisation, dont Omar Gueye Ndiaye, qui est le directeur général de la Société béninoise d'infrastructures numériques, en abrégé SBIN. Il occupait, avant donc d'être nommé ce jour, le poste de directeur Orange Business Sénégal et de directeur de la stratégie du développement Sonatel Sénégal. Absolument. Et puis vous avez également une autre information pour nous. Bien sûr, le président de la République, le chef de l'État Patrice Talon, certainement après le Conseil des ministres, s'est envolé pour la Côte d'Ivoire où il est attendu par son homologue, le président Alassane Ouattara, qui le recevra ce jour, donc à 12h30. Ont rapporté nos confrères de Banoto. Eh bien, pour l'instant, les sujets qui feront objet de cette visite ne sont pas encore connus. Mais ce que l'on peut dire pour le moment, ce sont des questions d'intérêt commun qui seront abordées par les deux, de sécurité également, puisque vous le savez, ces derniers temps, la sécurité dans la sous-région n'est pas la chose la mieux partagée. Il y a quelques problèmes dans la sous-région. Ils vont passer en revue et peut-être des questions de coopération bilatérale aussi, pourquoi pas. Merci à vous, Franck Aounou. Dans la suite de ce 13h Bénin de nos jours, jeunesse et smartphone riment à la perfection pour leurs fonctionnalités extraordinaires. Qu'ils soient étudiants, diplômés, sans emploi ou influenceurs, les jeunes manifestent un vif intérêt à l'égard de ces types de téléphones. Pour certains, c'est quasiment une obsession de disposer d'un téléphone haut de gamme. Afin de comprendre cette folie, nous sommes allés à la rencontre des jeunes utilisateurs dans ce reportage.
La jeunesse béninoise fait face, à sa manière, aux technologies nouvelles. L'appétit de se faire voir avec les appareils de dernière génération est manifeste. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes à ne pas cacher la qualité des smartphones et autres accessoires modernes qu'ils possèdent. Dans leurs mains, souvent des iPhones, Samsung, Tecno, Huawei et j'en passe. Moi j'ai un iPhone. Et j'ai fait ce choix pour juste 2 raisons, je dirais. Bon, je ne sais pas si c'est des raisons vraiment, mais c'est plutôt ma tante qui m'a recommandé de prendre l'iPhone. Selon elle, parce que c'est plus efficace, en ce sens que ça m'aidera plus pour mon activité, parce qu'il y a beaucoup de documents en PDF que l'on étudie. Et donc la deuxième raison, ça vient de moi, parce que je dirais un peu parce que ça permet de faire des très belles vidéos, photos et tout. Moi, j'utilise un Samsung Galaxy A3. Moi, particulièrement, j'ai un iPhone. J'ai un iPhone 11 comme le voyez. Et pour s'offrir ces téléphones dont la valeur n'est pas toujours à la portée de leur bourse, les jeunes sont capables de tout. Ils sont prêts à d'abord vendre leur téléphone, à s'endetter pour compléter l'argent qu'ils ont trouvé par la vente de leur téléphone pour aller prendre un iPhone. Je donne un exemple typique. J'ai un camarade qui a un téléphone qui travaille très bien. C'est pas comme si le téléphone avait un problème. Et après avoir pris sa bourse, première tranche de la bourse, il va prendre 195 000 pour aller se prendre un iPhone. Côté des femmes, elles sont prêtes à livrer leur corps pour avoir un iPhone. Ça là, il y en a plein. Au regard de ce tableau peu honorable, les jeunes gagneraient à établir un équilibre entre leur ambition démesurée et les moyens dont ils disposent. Il n'est certainement pas nécessaire de sacrifier sa dignité sur l'autel de la course au smartphone. Et puis avant de vous quitter ce mercredi 21 juin, et comme chaque année, c'est la fête de la musique. À cette occasion, nous vous proposons un billet retour sur une légende de la musique africaine. Le guitariste béninois Gégé Viké est une légende assez connue dans le pays et même au-delà. Un artiste qui a chanté presque tous les problèmes de la vie. 10 ans après son décès, que peut-on retenir de l'homme? Voici un mini-magazine sur le compositeur-chanteur béninois réalisé par une équipe de la rédaction. Devant Dieu et devant les hommes, pour le meilleur aussi bien que pour le pire. C'est un morceau assez connu des Béninois. Ils partageront leurs joies et leurs peines. Cette mélodie a accompagné de milliers de mariés à accomplir leurs vœux de mariage. Combien de couples d'ici et d'ailleurs n'ont pas dansé sur le mythique morceau Vive les mariés? Et pourtant, ça fait 10 ans que la légende Gégé Viké nous a quittés. En effet, Gustavo Gbenou Viké, à l'état civil Gégé Viké, est né en 1944 à Atimé au Bénin et va passer de vie à Trépa le 15 mai 2013 à Cotonou. C'est au cours de l'année d'indépendance du Bénin que l'artiste a commencé par voir son talent en pleine éclosion. En 1969, avec son album Vive les mariés, il obtient la consécration, titre pour lequel il reçoit en 2003 le prix du Condé d'or des mains de la femme du président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, avant de recevoir le 12 octobre 2012 l'Ordre national du Bénin au grade de commandeur. Plusieurs acteurs du monde de la culture, de la musique, des médias qui ont côtoyé l'homme ont retenu assez de lui. Je dirais que ce que je retiens de Gégé Viké sera en 2 phases. Une phase où moi je crois que j'avais 8, 9, 10 ans. Et Gégé Viké était très ami à mon père et ils étaient déjà amis copains de collège, même si mon père était un peu plus âgé que lui. Mais il venait à la maison régulièrement, il jouait beaucoup de guitare, parce que vous savez, Gégé Viké est un grand guitariste. Et mon père aussi avait ce penchant. Ils avaient en commun aussi l'humour, ils aimaient beaucoup blaguer. Donc très régulièrement, il était à la maison et ils échangeaient. Et c'est même en les voyant jouer la guitare que moi, mes premières envies de gratter me sont venues. Et peut-être aussi le goût à la musique, vous connaissez la suite. Et ce que je retiens aussi de lui, c'est justement cette complicité. Ils avaient un mot de passe, il appelait mon père Bonvas. Ça veut dire quoi? Je n'ai jamais su. Aussi,
C'était un grand lecteur. Il lisait beaucoup les romans et avec ma mère aussi, ils échangeaient beaucoup les romans, les livres. Je me rappelle très bien les auteurs de l'époque, Guy Descartes, Agatha Christie. JJVK, connu comme tout le monde, et connu spécialement dans son genre, JJVK, c'est cet artiste le plus talentueux des talentueux du Bénin, d'Afrique et d'ailleurs, qui avait chanté beaucoup. Il a chanté l'environnement, il a chanté l'amour. Je pense qu'il a beaucoup chanté. Aujourd'hui, il n'est plus, mais ses œuvres continuent. 10 ans après son décès, c'est à peine qu'on se souvient de lui. Une légende oubliée, c'est le triste constat que fait Steve Fassia. Certainement, JJVK a été oublié pendant tous ces moments-là, parce qu'au fond, non seulement oublié, mais délaissé. Délaissé par des gens qui devraient lui tendre la main, par des gens qui devaient lui apporter son soutien, par les collègues de la profession, par l'État lui-même, parce qu'il a servi l'État. Et c'est quand même JJVK, c'est un grand nom de la musique africaine. Et j'ai eu l'impression que JJVK a été oublié, a été délaissé, heureusement. Et ça, il faut rendre hommage à Jean-Luc Aplogan, qui, à un moment donné de la vie de JJVK, est venu le restaurer. Jean-Luc Aplogan est venu, aussi bien dans Bénin Passion, où il a dépoussiéré un peu ses titres, mais aussi il a contribué, je ne me rappelle même plus l'histoire, à ce que JJVK puisse avoir un logis. Il nous a rappelé que JJVK existait. Et c'est là que la carrière, après tout ce que Jean-Luc Aplogan a fait donc autour de JJVK, que nous nous sommes rappelés à notre bon souvenir que JJVK existait. Mais je crois que le seul pratiquement qui a fait quelque chose, c'était Jean-Luc Aplogan. Et bon, c'est ça qui a permis d'ailleurs qu'il soit restauré dans nos cœurs, dans nos souvenirs. Et puis à sa mort, il a eu des obstacles dignes de ce nom. Au-delà de la personne de JJVK, bien d'autres grands artistes ont connu le même sort. Un constat qui fait réfléchir sur la façon dont nous entretenons l'image de la mémoire de nos illustres disparus qui ont marqué leur époque. Que ce soit dans la musique, le sport, les médias, le cinéma, la société est coupable d'une indifférence voulue et entretenue. Je ne sais pas comment cela se fait, mais je suis le Don Juan de l'Afrique. Ce n'est pas seulement les artistes, même nous les animateurs, nous les présentateurs, nous les hommes des médias. Qui nous regarde, croyez-vous? Qui respecte notre talent, croyez-vous? Personne. Personne. On a vu, quand Jonas Pedro, effectivement, vous en parlez, est décédé. De quoi a-t-il bénéficié? J'ai été témoin de tout. On aurait pu faire mieux. Vous passez plus votre temps à combattre les pièges, à les déjouer, qu'à créer, qu'à travailler. Il n'y a pas de solidarité entre nous. On ne vous pardonne même pas d'évoluer. Vous évoluez, on veut vous faire descendre. Mais ce n'est pas le cas à Abidjan. À Abidjan, on vous porte, on vous élève. Pour peu que vous développez un petit talent, l'État, les partenaires, quel sponsor y a-t-il même pour soutenir une action d'artiste, de présentateur d'émissions télé? Il n'y en a pas. Il y en a, mais ils ne font pas. Il y a toujours quelqu'un qui va vous saboter, il y a quelqu'un qui va vous mettre les bâtons dans les roues. Véritable précurseur de la musique africaine, JJVK aura marqué son époque depuis son Atiémé natal, ville côtière, qu'il l'a vu naître, qu'il a aimé Citon et qu'il a fait aimer à son public. Qu'il est gai de voguer sur le lac à aimer, quand le temps est serein, fredonnant un refrain. Qu'il est gai de voguer sur le lac à aimer, quand le temps est serein, fredonnant un refrain. Et c'est sur ces notes musicales de JJVK que nous clôturons ce 13h au Bénin. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h, votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.